Bonjour Bruno Parmentier. Bonjour. Quel bonheur de t'avoir avec nous. On est à l'université d'été du MEDEF. On va parler, puisque ce sont les 20 ans, du monde dans 20 ans, de l'entreprise dans 20 ans, de la France dans 20 ans. Mais quand on a la chance de te connaître comme je te connais, on n'a qu'une envie de savoir une seule chose. Comment toi, tu vois le monde dans 20 ans? Merci à toi. Alors déjà, je vais essayer de me rappeler quand j'avais 20 ans. C'était il y a longtemps, hein. C'était il y a 50 ans. Enfin, c'était le vieux monde, quoi. Le monde brick and mortar, comme on dit, hein. Ce qui comptait, c'était l'acier, le ciment, le pétrole, la bagnole, tout ça. Et puis j'ai eu l'impression que j'étais clairvoyant. Et à ce moment-là, il faut dire, il n'y avait pas de téléphone, hein. Moi, j'ai mis 6 mois pour avoir mon premier téléphone. Il n'y avait pas d'ordinateur, hein. On causait des langues incroyables pour aller perforer des petits trous dans des cartes et pour aller faire des petits calculs qu'on fait maintenant, enfin, qui seraient ridicules avec nos ordinateurs d'aujourd'hui. Mais j'ai dit, ah, ça y est, moi, je sais, je suis arrogant, je sais qui va être le maître du monde. Le maître du monde, ça va être ITT et IBM. Il faut dire qu'ils étaient impressionnants, hein. ITT, à lui tout seul, il avait réussi à dégommer Allende, qui était mon copain, pour mettre Pinochet à la place. International Telegraph and Téléphone. Maintenant, on se demande ce que c'est que le télégraphe. Mais enfin, ITT, c'est pas le maître du monde. Il y a belle lurette qu'il a explosé en vol. Alors, il y avait IBM. IBM, vous savez, les blouses blanches, les gros ordinateurs, tout ça, on avait dit, ah bah oui, ça c'est du sérieux, du lourd. Ah, son chiffre d'affaires est plus gros que la Grèce, hein, donc il va nous faire mettre du monde. Donc on a manifesté contre eux. Et puis je me suis totalement planté. Enfin, il n'y a pas que moi, mais en tous les cas, moi. J'ai pas vu que pendant que je manifestais contre ITT et IBM, par là-bas, en Californie, il y avait des garages. Puis il y a des petits gars qui ont dit, mais attendez, faire des centraux téléphoniques, faire des ordinateurs, mais c'est nul. Mais c'est bourré de Chinois qui font ça pour 100 $ par mois. Donc c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qu'on met dans les logiciels. Et tout d'un coup, là, je l'ai vraiment pas vu venir, est arrivé Microsoft et Apple. Alors là, ils ont assuré, comme on disait dans le temps, hein. Microsoft, le patron de Microsoft, c'est l'homme le plus riche du monde. Apple, c'est l'entreprise la plus valorisée au monde. Ça, c'est les vrais maîtres du monde. C'est les vrais maîtres du monde. Ils ont rendu chef d'État, tout ça. Alors moi, j'ai eu l'impression, je me suis planté, mais enfin, c'est eux les maîtres du monde. Mais c'était pas vrai du tout. Parce que pendant ce temps-là, je ne regardais pas la Californie. Et de nouveau, il y a des petits jeunes qui ont dit, mais attendez, enfin, faire des logiciels, enfin, c'est super simple. Mais c'est bourré d'ingénieurs en Inde qui font ça pour 100 $ par mois. Enfin, franchement, non. L'important, c'est de faire circuler l'information. Et poum, et sortez du chapeau, eh ben, Google, Amazon, je sais pas quoi, Facebook, tout ça. Alors, c'est eux les maîtres du monde maintenant. Alors, moi, ça m'a rabassé mon caquet de m'être planté 2 fois. Alors, j'ai vachement réfléchi en disant, c'est quoi le maître du monde dans 20 ans, en fait? Ah ça peut pas être Amazon, tout ça, mais il y a longtemps qu'ils seront ringardisés. Mais alors, attention, là, il faut vachement réfléchir. Alors, je vais hasarder. Je vais sûrement me planter de nouveau, mais enfin, allez, je vais hasarder. Alors, tout ça, c'est très simple. C'est du simplissime, c'est du sable. On prend du sable, on le fond, on fait des je sais pas quoi, des microprocesseurs avec ça, et puis on fait passer l'électricité 0, 1, 0, 1, 0, 1. On se croit vachement intelligent. Mais attends, c'est rien du tout. La vraie complexité, la vraie vie, c'est pas le silicium, c'est le carbone, c'est la vie. La vraie révolution, elle reste à venir. Dans le temps, dans ma carrière d'éditeur, j'avais publié un livre, Le siècle biotech. Un Jeremy Rifkin qui disait, mais attendez, quand on parlera en 2050 dans l'informatique, on va dire, ah ouais, le truc qu'a trouvé le génome humain et qui a commencé la révolution. La révolution, c'est pas le sable, c'est la vie, c'est le carbone. Et les nouveaux maîtres du monde, c'est ceux qui vont pouvoir faire le lien entre ce monde du silicium et ce monde du carbone. C'est-à-dire la puissance du calcul avec le génie de la vie.
Et donc, finalement, ce qui va nous décoiffer dans les années qui viennent, je pense, je me gourre peut-être, mais ben, c'est ça. Et ça va s'appliquer dans les 2 continents qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, on ne connaît rien. Hein. Attendez, pensez que dans un cerveau, il y a 100 milliards de neurones. Vous en connaissez combien? Ben, dans une cellule, il y a 20 millions de nucléotides. Vous en connaissez combien? Etc., etc. Alors bon, ça va commencer par la médecine, etc. L'homme augmenté, qui va truc, machin, etc. Enfin bon, moi, je ne me suis pas intéressé à la médecine. Alors, ben, on va peut-être s'intéresser à la bouffe, à l'agriculture. Alors là, pareil, on s'aperçoit qu'on ne connaît rien. On connaît quoi? 10% des êtres vivants. Alors, la première fois qu'on m'a fait ce compte-là, qu'on sait ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, ça m'a étonné. Hein. Ouais, grosso modo, on connaît toutes les grosses bêtes. Les girafes, on les connaît, etc. Mais dès que ça devient tout petit, on ne connaît rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Tiens, le génome du blé qu'on vient de découvrir là, 108 000 gènes. Ah ouais, quand même, hein. Mais attendez, dans un gramme de terre, il y a 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons. Je ne dis pas champignons, espèces, hein. Allez, on y va plus grand. Sous 1 mètre carré de terre, il y a 220 millions d'êtres vivants. Bonjour, Parmentier. Vous en connaissez combien, vous, au fait? Ben, que dalle. Mais attendez, grâce à cette liaison entre le monde du carbone et le monde de vivant, on va en faire connaissance. Ah oui, vous êtes la petite bébête. Ah ben, les petites bébêtes, c'est vachement important. Hein. C'est bien plus important que les grosses. Et donc, heureusement, ça va révolutionner la terre, la bouffe, l'agriculture. Ben heureusement, hein, parce que le défi est super important. Heureusement qu'on a relevé le défi de l'agriculture depuis que j'étais jeune, depuis 50 ans. Parce que depuis que j'ai été étudiant, la population du monde a été multipliée par 2,5. Ben, heureusement qu'on a augmenté la bouffe de 2,5. Hein. Mais on ne l'a même pas augmenté de 2,5, bien plus que ça. L'essentiel de ce qu'on mange, le blé et le riz, on a multiplié par 3,5. Eh ben, c'est pas mal. Mais attendez, le reste, c'est par 5. 5 fois plus de maïs, 5 fois plus d'œufs, 5 fois plus de fruits et légumes, 5 fois plus de viande. Attendez, même la viande de poulet, 14 fois plus, hein, par exemple, etc. Bon. Et bien, du coup, on est 7 milliards, on mange mieux qu'avant. Regardez la Chine, par exemple. Ben, à cette époque-là, quand j'étais jeune, il y a une chanson qui disait, ils étaient 700 millions de Chinois. Eh bien, la Chine, c'était le pays de la faim. Voilà. Maintenant, ils sont 1,3 milliard. Ils mangent beaucoup mieux que quand ils étaient 700 millions. Donc, moi, je dis l'agriculture, bravo. Alors, pas bravo jusqu'au bout, parce qu'il y a quand même un petit caillou dans les chaussures. Hein. Il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Alors ça, c'est un chiffre qui reste tel quel. En 1900, 800 millions, 1950, 800 millions, l'an 2000, 800 millions, 2018, 800 millions. Voilà, c'est une constante. C'est rien que ça, on se dit, bravo les agriculteurs, mais enfin quand même, on ne peut pas finir le job là. Bon, mais pour finir le job, c'est pas fini, parce qu'on continue à faire des enfants. Enfin, pas en France, encore moins en Europe, enfin, un peu partout ailleurs. Allez, dans 20 ans, il y aura à peu près 30% de gens de plus. Ah, moi, je suis un peu bestial, mais 30% de gens de plus, 30% de bouffe de plus quand même. Hein. Donc, il faut augmenter. Mais il faut augmenter de beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a aussi plus de riches. Alors, je ne vous parle pas des grands riches, les petits riches, là, hein, les petits riches de base. Petits riches de base, ben, au lieu de manger de la céréale, ils mangent de la viande ou du lait. Ben, la viande, le lait, les œufs, c'est de la céréale concentrée. Hein. Quand on mange un poulet, on mange tout ce que le poulet a mangé. Donc il faut se rendre compte qu'un végétarien qui mange que des végétaux, il mange à peu près, 200 kilos de céréales par an. Mais quand on met une aile de poulet dans son riz, c'est un peu plus. En fait, on multiplie par 4. Quand on est carnivore, on mange indirectement 800 kilos de céréales. Et donc, il faut augmenter de plus d'un tiers. Allez, il faut augmenter des 2 tiers. Et puis, il faut encore augmenter un peu parce qu'on adore gâcher la nourriture. Alors là, on est vachement bon pour gâcher la nourriture. Et puis alors, plus on est riche, plus on gâche. Donc, il faut augmenter au minimum, dans les 20 ans qui viennent, de au moins 70%. Alors d'un côté, on dit, bah, t'as multiplié par 3,5.
tu vas bien augmenter de 70% quand même. C'est nettement plus facile qu'avant. Grave erreur. C'est pas nettement plus facile. Parce que plus on est bon, plus c'est difficile d'être meilleur. Et donc, maintenant, ça va être plus difficile d'augmenter encore. Et puis, surtout, la nourriture va être gravement compromise parce qu'on commence à toucher les dividendes de nos inconséquences. La planète se réchauffe, la biodiversité se termine, etc., etc. Il y a de moins en moins de terres à cultiver, les terres sont de moins en moins bonnes, et donc il va falloir être carrément génial pour augmenter encore de 70%. Et c'est là qu'heureusement, il y a cet espoir du monde du carbone qui arrive avec le monde du silicium. Et donc, en agriculture, ce qu'on sait faire, c'est une agriculture finalement un peu bestiale. On sait faire plus et pas toujours mieux avec plus. Prendre énormément de ressources pour se faire énormément à bouffer. Et bien maintenant, il va falloir faire plus et mieux avec moins. Moins de terre, moins d'eau, moins de pétrole, moins de tracteurs, moins de chimie. Ah, mais c'est là que ça devient intéressant. C'est bien plus intéressant de faire plus et mieux avec moins que plus et moins bien avec plus. Hein? Ça va être passionnant, mais il va falloir se décarcasser. Et donc, au lieu de faire une agriculture chimiquement intensive, maintenant, on va faire une agriculture écologiquement intensive. Et là, ça va être du sérieux. Il faut se rendre compte qu'on passe d'une agriculture mal au dos à une agriculture prise de tête. Est-ce qu'il va falloir mettre énormément d'intelligence pour comprendre toutes ces petites bestioles? À quoi tu sers? Moi, c'est Parmentier. Toi, à quoi tu sers? Je vais t'aider à faire ton boulot de petite bestiole. Alors, par exemple, le labour. Le labour, c'est le symbole de l'agriculture. On les appelle même les laboureurs. Ben, c'est fini, le labour. C'est complètement absurde, le labour. Ça consiste à dépenser une quantité invraisemblable d'énergie pour aller chercher les cailloux au fond, pour les mettre au-dessus, transformer nos champs en champs de cailloux. Et puis ça consiste à donner à manger les vers de terre aux petits oiseaux, à remettre les engrais de l'an dernier sur le sol, comme ça ils se transforment en gaz à effet de serre, etc., etc. C'est une histoire de fou. Hein. Et pourquoi on fait ça déjà? Ah oui, pour enfoui les mauvaises herbes. Ah, les mauvaises herbes, c'est une calamité. Oh là là. Les mauvaises herbes, si elles sont encore là, c'est qu'elles sont coriaces. Hein. Ça fait 3000 ans que les paysans ont déclaré la guerre aux mauvaises herbes. Ils les ont brûlées, assassinées, empoisonnées, trucs, machins, enfouis, etc. Elles sont toujours là. Elles sont bien plus coriaces que les bonnes herbes. Et alors, en plus, l'idée de les enfouir, c'est très fou. Elles sont tellement coriaces qu'elles durent 5 à 7 ans dans le sol. Alors, évidemment, on laboure une fois, on est peinard. L'année d'après, bonjour, les mauvaises herbes il y a 2 ans, etc., etc. Donc, c'est complètement primitif. Et puis, accessoirement, quand on laboure, ça veut dire qu'on utilise le soleil, on utilise la vie que 6 mois par an. En fait, en France, on utilise nos champs que des mois de mars au mois d'août. Du mois de septembre au mois de février, ça ne sert à rien. Mais attendez, on a un énorme problème d'énergie. Enfin, le rayonnement solaire, ça y va, il faut couvrir le sol en permanence. Ben, il faut faire 2 récoltes. Il faut faire une récolte de bouffe, et entre les deux, il faut faire une récolte d'engrais. On va fixer du carbone, de l'azote en septembre, octobre, novembre, avec des mélanges de plantes qui vont engraisser le sol. On va cultiver notre engrais, au lieu de le balancer comme ça. Enfin, ne croyez pas que c'est simple, hein. Très compliqué. Regardez l'évolution. On a inventé la moissonneuse. Ensuite, on a inventé la moissonneuse batteuse. Maintenant, on a inventé la moissonneuse batteuse lieuse. Maintenant, on va inventer la moissonneuse batteuse, lieuse, semeuse. Ben oui, parce que c'est pas un mois après qu'il va falloir semer. C'est là tout de suite, au cul de la moissonneuse, quand il y a encore un peu d'humidité. Ou même avant. On invente même de semer des couvertures végétales par hélicoptère au-dessus du maïs 2 mois avant la récolte. Parce que comme ça tombe, ça pousse, et quand on récolte le maïs, c'est déjà vert en dessous. Donc on va cultiver nos engrais. Mais ensuite, on va cultiver nos herbicides. Vous savez, le glyphosate, tout ça, là, ça n'a pas bonne presse en ce moment-là, voilà. Ben oui, mais c'est très primitif d'empoisonner tout ça. En fait, on va mettre des plantes de service. Des plantes qui vont nous rendre service. Par exemple,
des plantes herbicides. C'est des plantes qui se dépêchent super vite de pousser, qui ont des feuilles larges et qui empêchent les autres de pousser, des plantes de service, des plantes herbicides. Le problème, c'est qu'une fois qu'elle y est, il faut quand même qu'elle cède le terrain. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'on va mettre des plantes herbicides gélives, c'est-à-dire qui gèlent l'hiver. Un coup de gel et tchouk, terminé, elle s'en va. Non, elle ne s'en va pas. Tout ça, c'est du carbone et de l'azote, elle se transforme en engrais. On va trouver des plantes de service qui nous rendent le service d'empêcher les mauvaises herbes et qui nous rendent un deuxième service de se transformer en engrais. Et ensuite, boum, vous allez voir le blé que voilà et tout ça. Enfin, le blé que voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette obsession de dire je vais mettre 20 hectares d'une seule espèce, d'une seule variété? Ah ouais, c'est beau ça, hein? Bah, imaginez l'insecte ou la maladie qui arrive, qui disent ramenez-vous les copains, il y a 20 hectares à bouffer. Et donc, quand on met tout la même chose dans le même champ, c'est forcément bourré de chimie. Mais évidemment, tout le monde s'y met. Les maladies, les épidémies, les insectes, les trucs, les machins, etc. Et donc, on va semer, même quand on va faire notre céréale, on va semer plusieurs plantes ensemble qui vont s'aider à pousser. Par exemple, on va semer ensemble des céréales et des légumineuses. Les céréales, ça donne de l'énergie. Les légumineuses, ça capte l'azote de l'air, ça aide la céréale, et puis elles font un petit pacte. Alors ensuite, c'est vachement compliqué, hein. C'est super prise de tête, hein. C'est pas n'importe quelle plante avec n'importe quelle plante, etc., etc. Mais enfin, par exemple, est-ce qu'on les plante toutes mélangées, des plantes qui poussent ensemble, qui se récoltent ensemble, qui s'aident à pousser, et puis ensuite, les grains n'ont pas la même taille, on peut tamiser, par exemple, du blé et du pois? Ou est-ce qu'on les sème en rangée, des plantes qui n'ont pas la même hauteur, par exemple du blé et du soja? Alors dans ce cas-là, il ne faut pas que ce soit le paysan aux commandes, hein. Il faut que ce soit moderne, hein, l'agriculture, tracteur par GPS. Il récolte le blé, en marchant sur le blé, il laisse le soja, 2 mois après, on récolte le soja. Et donc, en fait, on ne va pas planter une plante dans nos champs, on va en planter 20 par an, sur des cycles complètement différents, pour tromper les mauvaises herbes. Une fois une culture de printemps, une fois une culture d'été, une fois une culture d'automne, et les mauvaises herbes, elles ne savent plus où vous donner de la tête avec tout ça. Et puis ensuite, il y a les insectes. Alors, on a inventé le pchit, l'insecticide, il n'a pas bonne mine parce que ça tue les insectes, on dit que ça va être dangereux pour les hommes. Ben, évidemment, on va élever nos insecticides. Ben, tout le monde sait que, par exemple, la petite bête du bon Dieu, là, la coccinelle, c'est super pour manger les pucerons. Quand je dis c'est super, ça n'a pas l'air une coccinelle, hein? Ça se mange 100 pucerons par jour. Alors, donc, ben, tous les agriculteurs vont devenir des éleveurs d'animaux qui vont aider à la production. Alors, des insectes, etc., des abeilles, des trucs, des machins, mais aussi des hérissons, des mésanges, des hirondelles, des trucs, des machins, etc. On va élever nos insecticides. Et puis ensuite, on va remettre des arbres partout. Ah, les arbres ne sont pas à bonne presse parce que, par exemple, en Beauce, il n'y a plus un seul arbre, hein, ou en Champagne. Ils ont dit, les arbres, ça ne sert à rien, un truc, machin. Et puis, bah, d'ailleurs, à côté de la forêt, il n'y a rien qui pousse. C'est une vision très primitive. C'est tellement primitif qu'on a dit, allez, il faut que le tracteur s'exprime, on va retirer les haies. On a quand même payé les paysans pour retirer 200 000 kilomètres de haies en France. 2 millions dans le monde. Ben, faire et défaire, c'est toujours travailler. On va en mettre. Parce que finalement, quand on regarde sur 50 hectares, on s'aperçoit qu'avec des arbres, c'est mieux que sans. Parce que l'arbre, il fixe l'humidité, il va chercher les ressources beaucoup plus profondes, à 5-6 mètres. Il fabrique tout un tas de racines qui stockent du carbone. Et puis attendez, il refroidit la planète. C'est génial, l'arbre. Et donc, en fait, il va falloir inventer cette agriculture dans laquelle, au lieu de considérer la nature comme une ennemie, oh, elle fait que de m'embêter, oh, je fais des cides, là, des trucs, des machins, des insecticides, des herbicides, des trucs. Non, maintenant, on va passer une alliance. Ce n'est pas une ennemie, la Terre. C'est une amie. Comment vous appelez, là, la petite bête 227 millions, 237 000? Ah oui, oui. À quoi vous servez? Est-ce que je peux vous aider à faire votre travail de bébête? Le problème, c'est que c'est vraiment prise de tête. Ce n'est pas la même agriculture à Cambrai et à Charleville-Mézières. Mais ce n'est pas la même à Carpentras
Et ce n'est pas la même à Cholet. Et donc, il va falloir inventer 25 000 agricultures. Une par village, une par bassin versant, etc., etc. Et c'est là que cet accès complètement nouveau à la connaissance qui arrive de ce monde du silicium va complètement révolutionner. Et bien entendu, on va y arriver à produire 70% de plus. Dans nos pays déjà très productifs, l'agriculture écologiquement intensive, ça veut dire on produit autant avec moins, beaucoup moins d'irrigation, beaucoup moins de pesticides, beaucoup moins de ceci, beaucoup moins de cela. Et dans les pays tropicaux, où la productivité n'est pas très bonne et où il faut absolument augmenter la production, les forces de la nature sont énormes et donc évidemment qu'on peut augmenter massivement la production par des méthodes écologiquement intensives. Et donc moi je reste très optimiste. Dans 20 ans on va se nourrir, même si on est nombreux, mais alors ça va décoiffer sérieusement. Voilà, merci.